maison à Montréal. Aujourd'hui, je dédie ce vidéo à Suzanne Sirois, qui a beaucoup réfléchi, œuvré sur yoga et rondeur. Et je voudrais parler aujourd'hui de la place du non intentionnel dans le yoga, et y compris de la question difficile des troubles alimentaires. Donc, je vais commencer par définir avec vous ce qu'est le non intentionnel. Ma première étape, elle s'est centrée sur l'idée que l'émotion est première. Puis l'on pense et l'on agit, et souvent l'on agit et puis ensuite on pense. Je me base sur les travaux de Brian Lynch, Knowing Your Emotions, the idea that emotion comes first, and then we think and do or think. Donc, le non intentionnel, il est dans cet intervalle où on pense quelque chose, on sent quelque chose, ce sentiment vient, la conscience, et puis on va agir. On va voir l'image mentale, le script émotionnel, et on va agir, et après on va réfléchir. Donc, dans ce petit espace entre l'émotion et l'action, il n'y a pas eu de réflexion. C'est-à-dire, par exemple, une araignée perçoit ma peau et pique. Elle va sentir, puis elle va agir tout de suite. Donc, par exemple, je suis dans un cours de yoga, je me sens tout d'un coup prise de honte, gênée par rapport aux autres participants, à cause de mon âge, à cause de mon corps, à cause d'une image corporelle que j'ai l'impression de renvoyer aux autres, parce que je me suis trompée, parce que je me suis blessée pendant le cours en faisant une mauvaise position. Je quitte le cours et je décide que le yoga, ce n'est définitivement pas pour moi. Donc, au lieu de réfléchir, bon, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette image qui me dérange tellement de moi-même lorsque je suis en cours avec les autres, au lieu d'élaborer, au lieu de perlaborer, comme dirait Freud, du Durcharbeiten, travailler sur l'émotion qui vient, je quitte le cours. Et donc, j'agis non intentionnellement, c'est-à-dire consciemment, mais d'un coup sec. Donc, les exemples des attitudes non intentionnelles sont bien souvent les accidents liés aux facteurs humains, les failles, les erreurs. Je pourrais prendre dans la question des troubles alimentaires les pertes d'appétit, les accès de boulimie. Mais les attitudes non intentionnelles, c'est aussi Eureka, ce sont aussi les insights, ce sont aussi les dérives créatrices comme celle de Christophe Colomb qui, alors qu'il cherchait l'Inde, l'a amené à l'Amérique. Ainsi, c'est souvent une inspiration aussi, le non intentionnel, qui peut nous conduire à, par exemple, décider de changer son rapport au corps et d'aller faire du yoga. Donc, le non intentionnel, c'est vraiment dans cet espace entre l'action, la réaction, puis ensuite la pensée après coup. Parce que bien souvent, on pense après coup. On agit, on dit ce qu'on sent, et puis on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ?» Et puis on va réparer après coup. Paul Ricoeur parle beaucoup de la justice qui vient après coup. Vous savez, souvent, il faut un accident de la route pour qu'on place un stop après que l'accident ait eu lieu. Donc, les émotions sont premières, c'est très important. Et il faut voir cette conscience du non intentionnel comme une capacité plastique à partir de ce matériau émotionnel qui émerge, de repasser le film, de revoir, de repenser,
de réécrire le scénario affectif, de modifier alors ce qui s'est passé. Par exemple, bon, je quitte le cours, je m'assois dehors dans la salle parce que j'ai eu la sensation d'être âgée, lourde, maladroite par rapport à mes collègues. Et puis la prof de yoga vient me voir et dit mais alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je me sens pas à l'aise, etc. Bon, est-ce que tu es tellement jolie, sympathique, une belle personne, on a besoin de toi. Et si tu essayais de nouveau, peut-être on pourrait faire des cours individuels au début, et puis après, si tu te sens à l'aise, on pourrait se remettre en groupe. Donc, il peut y avoir une intervention, et je vais en parler plus tard, qui peut aider à une prise de conscience et à relire cette image qu'on a de soi-même. Hein. Je dirais que la conscience, elle vient comme tiers, et notamment on pourrait dire comme tiers inclus en citant Basarab Nicolescu et la transdisciplinarité, parce que c'est souvent grâce aux prises de conscience, qu'elles soient formelles ou informelles, avec le support du yoga, qu'on peut faire jouer la plasticité de la conscience et choisir de surmonter des scénarios ou des scripts affectifs et transformer notre histoire de vie. En effet, le yoga, il va me permettre de sentir, d'avoir des inspirations, des visions, des perceptions, des flashs, de bouger et puis après d'observer, de méditer et de conceptualiser, c'est-à-dire de produire une transformation dans ma vie. Parfois, c'est une intervention extérieure du prof qui va m'aider. Parfois, le simple fait, après avoir fait mes asanas, au moment de la méditation, du yoga nidra, qui bien souvent vient conclure un cours de yoga, on peut faire un body scan et voir comment on se situe après la pratique, comment on est. Et bien souvent, lors de ce body scan, on a un sentiment de bien-être, de détente, de paix, de calme et de rencontre avec soi-même. Et ces moments de paix, de calme, de rencontre avec soi-même et avec son corps sont fondamentaux pour pouvoir modifier le script émotionnel. Je voudrais parler maintenant du script émotionnel affectif qu'on a tous. On a une histoire de vie, on a souvent une histoire cognitive. On est né tel jour, telle date, telle heure, à tel endroit, fils de, on a développé à tel endroit, telle école, telle profession, s'est marié, pas marié, enfin. On a une histoire cognitive, civile, de citoyen. Et puis on a notre histoire émotionnelle, l'histoire de nos affects, l'histoire de nos dégoûts, l'histoire de nos hontes, l'histoire de nos peurs, l'histoire... Et il faut essayer de comprendre d'où tout cela vient. C'est-à-dire que selon la recherche en théorie des affects inspirée par les travaux de Darwin, Sylvan Tompkins, Donald Nathanson, on a distingué 9 émotions premières qui, comme dans une mélodie complexe, sont très difficiles à isoler. Mais ces émotions, elles vont influencer la mise en place de scénarios qui vont me permettre de changer, d'exceller. C'est-à-dire si j'ai du désir, de la curiosité, de la joie, de la fierté dans mon cours, je vais y aller, je vais mobiliser mon énergie, je vais être prête une demi-heure avant, je vais partir pour le yoga, je vais effectuer mes classes avec entrain, je vais avoir des résultats tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, de bien-être, de souplesse, de force.
ou je peux mettre en place des scénarios d'incapacité et qui vont me conduire à abandonner ou à vivre, être en retard au cours, arriver au milieu du cours, aller un cours sur deux, arrêter 3 mois puis reprendre, parce que mon énergie est comme inhibée, paralysée, bloquée. Je peux avoir des accès de boulimie après le cours, une faim dévorante, ou alors m'embarquer dans des jeûnes anorexiques qui vont durer des années, et n'accepter qu'un corps plein, sans aucune rondeur, sans aucune forme, en me basant sur souvent un modèle déjà désuet des top modèles des années 70-80. Aujourd'hui, heureusement, on voit d'autres modèles de corps féminin défiler. Donc, c'est le scénario affectif qui va bloquer mon énergie, ce script, cette histoire affective qui va bloquer mon énergie, ou qui au contraire va permettre à mon énergie de se mobiliser pour bouger. Et qu'est-ce qui aide à reprendre un scénario affectif d'incapacité et de troubles alimentaires? Et bien souvent, c'est la syntonie affective, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en anglais le good mothering. En français, j'ai traduit par la couvée. Ce modèle de syntonie affective pourrait nous inspirer, au lieu de construire des murs empathiques en situation de conflit émotionnel. Je bloque la personne, je suis fâchée avec elle parce qu'elle touche des zones qui sont sensibles chez moi. Je vais plutôt dialoguer avec ceux qui sont pris par ces émotions négatives à cause de mauvais scénarios construits par le passé, enfouis dans l'inconscient, et qui vont ressurgir au moment du cours, en les précipitant dans l'abandon, le trouble alimentaire, en accentuant les troubles alimentaires, parce que nous avons des empreintes, des traces sociales ou transgénérationnelles qui nous conditionnent à éprouver cette honte vis-à-vis du corps, alors qu'on pourrait éprouver de la joie et de la curiosité et de la fierté vis-à-vis de son corps, même s'il peut, pour les autres, apparaître non conforme, soit parce qu'il est trop rond, soit parce qu'il est trop mince, et ainsi de suite. Donc, cette affective attunement, cette syntonie affective, elle est très importante. Un exemple de syntonie affective, c'est le Ho'oponopono, qui nous place directement avec des phrases qui sont tellement importantes, des petites phrases qu'on peut dire à soi-même. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Donc, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Des phrases que l'on peut dire à son corps, des phrases que l'on peut dire aux autres, des phrases qu'on peut dire en pratique au moment de la méditation. Et ça va nous permettre de mobiliser nos énergies, de créer un champ énergétique positif qui va favoriser la créativité, l'amour, la gratitude. Donc, c'est très important que pendant un cours de yoga, il y ait une évolution des scripts d'apprentissage, que le script qui était au départ un script d'incapacité, de faire, de penser, de méditer, d'être au calme avec soi-même, avec son corps, devienne au contraire un script de capacité émotionnelle, et qu'on soit capable d'éprouver des sentiments comme la joie, la curiosité, la fierté au cours, et pas simplement se trimballer avec la nausée, le dégoût, les complexes, etc. Donc on peut faire évoluer ces scripts d'apprentissage au fur et à mesure du cours. C'est important de s'accompagner là-dedans et d'être accompagné là-dedans, c'est-à-dire que
il faut apprendre à reconnaître et moduler nos émotions. Alors, il y a des indicateurs d'implication. Un indicateur d'implication, c'est le désir. Ah oui, oui, ça m'intéresse, puis j'ai envie de changer, puis oui, oui, j'ai des troubles alimentaires, mais j'ai envie de comprendre d'où ils viennent, comment je m'en sors et comment est-ce que je peux modifier tout ça. Donc, il y a une motivation, une implication, il y a de la joie à se découvrir en mobilité, en bougeant, de la joie de se regarder dans la glace et de s'apprécier, et une certaine fierté d'être de nouveau en situation d'exercice. Et naturellement, l'équilibre va se faire, l'homéostasie, soit la perte de poids, soit le gain de poids, tout doucement, tout ça, ça va se mettre en place. Et c'est sûr que j'ai des collègues comme Suzanne Sirois, Wafa Diadou, qui travaillent beaucoup la question de l'alimentation. Suzanne Sirois va parler d'alimentation intuitive. Wafa Diadou fait un travail sur son histoire de vie avec l'alimentation marocaine, mais je veux dire, c'est sûr que c'est un volet, la nutrition au yoga, qui remettrait à une nouvelle conférence. Mais disons qu'il y a des émotions qui sont des alertes pour la santé. Ce sont les mauvaises surprises. Et très souvent, la mauvaise surprise, c'est le poids insatisfaisant sur la balance. Mon Dieu, je pèse tout ça. Oh, mon Dieu, je n'arrive pas à grossir. Je ne pèse que ça. Donc, ça peut être traumatique. Un diagnostic, un diagnostic de maladie, et puis tous ces petits mots, toute cette violence ordinaire, toutes ces banalités impertinentes qu'on entend dans un cours. Ah, t'es-tu enceinte? T'as un ventre? Ou pousse-toi, là, tu vois bien que t'occupes trop d'espace, etc. Ou, mon Dieu, manges-tu pas? T'as pas faim? T'es bien petite? Enfin, c'est-à-dire, il faut faire très attention à ces remarques et installer dans la classe la confiance mutuelle et l'appréciation mutuelle. On est là pour s'entraider, on n'est pas dans une ambiance de compétition yoga. Ça va nous permettre de muter ces héritages émotionnels transgénérationnels comme la colère vis-à-vis de son corps, la peur de s'exposer, le stress de faire des mouvements publics, le dégoût, la nausée, la honte qu'on peut sentir. Donc en soi, je dirais les émotions, elles sont neutres parce que toutes les émotions ont une fonction. La honte, elle peut nous permettre d'avoir de la pudeur. La peur, elle peut nous protéger. Elle peut être une défense importante. Et puis la colère, elle peut nous mettre en action. La nausée peut nous alerter sur les choses qui sont désagréables pour nous. Quels seraient les bénéfices du yoga alors? Les bénéfices du yoga seraient d'installer le calme dedans et dehors, de permettre les prises de conscience corporelles, émotionnelles, comme la conscience de la peur, conscience de la honte, conscience du dégoût. Le yoga nous permettrait d'accepter et d'aimer notre corps grâce au good mothering, grâce à la couvée de ce corps et la couvée au good mothering, à l'empathie des uns pour les autres en cours. Et cette empathie, cette délicatesse, cette acceptation, cet accueil va nous permettre de transformer l'image de soi. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de dialoguer avec nos émotions en cours de yoga grâce à la plasticité de l'esprit. Et aussi, je voudrais citer rapidement la théorie polyvagale décrite par Susanna Reiss à partir des travaux de Stephen Porges. Parce que c'est cette plasticité qui va rendre possible la réécriture du scénario, du script émotionnel,
et de la réponse énergétique, soit paralysée, soit de mise en action. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre un conflit émotionnel pour finir, hein? Eh bien, il y a la position en philosophie des pochés de mise en parenthèse, c'est-à-dire cette position neutre vis-à-vis de soi-même, étudiée en profondeur par Roland Barthes dans ses cours au Collège de France, qui semble la plus appropriée pour la mise en jeu de cette plasticité de l'esprit. C'est cette position de dépoché, de sursis, de mise en parenthèse. On ne juge plus, on n'interprète plus. Hein, on est comme un miroir pour soi-même. Et là, je fais un clin d'œil à Frédéric Andrès, docteur Frédéric Andrès, avec qui je fais des recherches actuellement justement sur les émotions, la plasticité de l'esprit et l'énergie qui sont déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc la recherche des solutions, elle va être possible à partir de cette position où on est en suspens, on est comme entre parenthèses, on observe ce qui se passe en nous, hein, et on prend conscience de ce qui se passe en nous. À partir de là, on va définir ensemble avec le prof le problème. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me sens mal. Il peut y avoir un dialogue en début, en fin de cours. C'est souvent une pratique individuelle qui est conseillée pour les changements profonds. À ce moment-là, on va essayer d'évaluer le problème. On va rechercher des solutions, notamment au niveau de la nutrition, et résoudre le problème émotionnel. C'est donc la nutrition, mais vous voyez, pas seulement avant d'entrer avec des recettes, des qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, à quelle heure on mange, combien d'heures de jeûne intermittent, pas jeûne intermittent, etc. Ce n'est pas ma partie, je ne suis pas nutritionniste. Je fais appel justement aux nutritionnistes pour venir compléter, développer cette réflexion. Je suis simplement une professeure de yoga philosophe qui ait observé les attitudes non intentionnelles et qui a observé qu'on peut modifier nos attitudes non intentionnelles et qu'on peut prendre conscience de nos attitudes non intentionnelles, notamment de troubles alimentaires. Et dans un premier temps, la seule chose que je conseille, c'est de travailler, pratiquer, vivre comme on est, et absolument comme on est, avec le poids qu'on a, et s'accepter là-dedans. Et puis prendre du plaisir à faire le cours. Si on arrive déjà à être dans l'intérêt, la curiosité, la joie, la fierté d'être là, pour moi c'est déjà gagné. Merci beaucoup, namasté et à très bientôt dans un prochain vidéo.